Voilà, prenez place pour ceux qui sont dans l'auditorium. Donc, je suis très très heureux d'accueillir Pascal Rioux. On se connaît depuis 30 ans, 20 ans, 25 ans. J'avais demandé à Pascal, et c'est dans ces années-là qu'on avait fait quand même vraiment connaissance, d'intervenir poétiquement euh, lors du catalogue que j'avais mis en œuvre sur le thème de Sainte-Victoire 1990, après l'incendie qui avait ravagé la montagne. Et donc, il y a ce texte de Pascal, je ne vais pas tout le lire, qui s'appelle La lumière brûlée. Je retiens ces mots pour introduire ton intervention, en rappelant que tu es écrivain, que tu es poète, que tu es un ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres modernes, que tu as enseigné en Cagne à l'UCLI, que tu as une œuvre poétique déjà largement publiée chez Chêne, que tu as cofondé la collection D'une voix l'autre, participé beaucoup à la revue Conférence, dont tu fus même membre du comité de rédaction, et que tu viens de publier un ouvrage d'âge en âge, couronné par l'Académie française, que j'ai commencé à lire, et lettre de départ m'a retenu dans ses ombrages. Alors, je dis juste les quelques mots par lesquels tu terminais ce texte poétique en 1990, et c'est la montagne là qui parlait. Tu vas monter, oui, il s'adresse à toi, je pense, la montagne, elle s'adresse à toi. Tu vas monter, oui, avec la nuit qui ne garde du temps que l'os de la douleur et de la joie. Et cette rumeur du vent dans la toison des chênes, maintenant que les étoiles sans fin te mordent le dos, avec la main claire de la nuit qui reprend pierre à pierre le chemin désolé des cimes, avec le mistral, le dauphin céleste de vague en vague sur tes crêtes, maintenant que rien ne tient sauf la coupe ou bien le sang des hommes, sauf la vasque du jardin juste avant la nuit, maintenant que rien ne tient sauf la lumière dans le vent de nuit, sauf la lumière et sauf la nuit, que rien ne tient et que tout s'offre. Merci, merci Denis. Merci à vous de votre présence. Avant de me lancer dans le propos que j'ai préparé, vous voyez projeter la Sainte-Victoire qui est au musée de Bâle. Je tenais à ce qu'elle figure lors de mon propos pour saluer Sarah Brunel qui aurait dû être avec nous et qui est donc empêchée par la maladie d'être présente aujourd'hui et qui aurait commenté abondamment la façon dont Henri Maldinet a rendu compte de ce tableau prodigieux qui est au musée de Bâle, une des dernières grandes saintes victoires. Et Henri Maldinet avait proposé ce commentaire dans le catalogue que Denis vient de citer, consécutif donc à l'incendie de la Sainte-Victoire en 1989. Et c'est dans ce texte qui ensuite a été repris en volume qu'Henri Maldinet a publié ce texte. Donc c'est un signe d'hommage à la fois à Henri Maldinet, bien sûr, et à Sarah Brunel. Le titre que j'ai choisi pour cette intervention est un peu bizarre, il s'appelle Ut Poesis Pictura. C'est du latin de cuisine. On connaît l'adage d'Horace qui est l'inverse, ou pictura poésie, c'est-à-dire que la poésie fait comme la peinture. Bien, je vais tenter de le retourner en disant que la peinture fait comme la poésie. Mais auparavant, et ça sera la première partie de mon propos, je voudrais souligner un paradoxe. Si Cézanne est notre père à tous, je ne sais pas qui a dit ça, Picasso ou non? Oui, enfin bon, on ne prête qu'aux riches, c'est très bien. Si Cézanne est notre père à tous, il n'est pas un père omniprésent dans la poésie française. Alors, même je dirais qu'il y a très peu de pages, à ma connaissance du moins. Bien peu de pages dans la poésie contemporaine, du moins française, consacrées à Cézanne ou que ce dernier est explicitement inspiré. Aucun livre,
aucun poème majeur, sauf à considérer que la préférence donnée à Chabot sur Cézanne par Francis Ponge, dans son texte délicieux qui s'appelle La Mounine, publié maintenant dans La Rage de l'expression, texte consacré au paysage aixois, dans lequel il dit que Chabot, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus jouissif et bien mieux que Cézanne. Bon, à considérer que ce texte va au-delà d'une suave provocation, ce que personnellement, je ne pense pas. Encore moins de poèmes aimantés par un tableau précis, à l'instar de celui de Heidegger, dont on vient de parler, par un des portraits de Vanier. On trouve certes un poème de Philippe Jacotet, dont l'incipit est le suivant: « Cette montagne a son double dans mon cœur », poème qui figure manuscritement reproduit dans le catalogue dont a parlé Denis. Mais sa présence en un tel lieu n'est qu'analogique, puisque ce poème ne fut pas suscité originellement ni par Cézanne, ni par la Sainte-Victoire, mais par une montagne de la Drôme, à côté de Grignan, où Philippe Jacotet vivait. Ajoutons que lorsque l'on envisage le rapport de Philippe Jacotet à la peinture, ce n'est pas le nom de Cézanne qui vient à l'esprit, mais celui de Palaisieux ou de Morandi. Dans ce même catalogue, toujours, on trouve un article d'Yves Bonnefoy consacré à la montagne et à Cézanne. Mais c'est l'esthéticien et non le poète qui parle. Et la méditation de Bonnefoy, pour forte et pertinente qu'elle soit, n'en reste pas moins très en deçà des livres qu'Yves Bonnefoy a pu consacrer à la peinture. Je pense notamment à son immense Giacometti. Alors ajoutons, si nous traversons la frontière côté helvétique, ajoutons deux articles magnifiques de Gustave Roux, le maître de Philippe Jacotet, et les pages de Ramus, l'exemple de Cézanne. Ajoutons aussi deux fulgurations de René Char. L'une dans son pamphlet contre l'implantation des fusées nucléaires en Haute-Provence sur le plateau d'Albion. Je cite: « Joueur de Cézanne, les cartes que le peintre mit dans votre main n'étaient point truquées. Le jeu exige à présent qu'elles le soient. Repoussez-les. » L'autre fulgurance, dans Picasso sous les vents étésiens, passer des pommes de Cézanne au toréador de Picasso, je me suis demandé si c'était changer foncièrement d'histoire. Un texte écrit à la mort de Picasso et qui préfaça sa dernière exposition au Palais des Papes. Deux fulgurances magnifiques, un peu énigmatiques, comme souvent avec René Char, mais au sein de pages dévolues à un tout autre motif que Cézanne. Donc, au final, rien qui s'apparente, pour citer deux grands poètes français, à ce que Henri Michaud écrivit sur Paul Klee ou à ce qu'Antonin Artaud écrivit sur Van Gogh. On m'objectera à juste titre, hors du domaine français, Rainer Maria Rilke et Peter Handke. Ce sont là bien évidemment des œuvres importantes, sinon majeures, mais tout en reconnaissant la qualité exceptionnelle et l'intérêt profond et la dimension poétique de ces œuvres, il s'agit dans le premier cas, cela a été souligné, de Rilke, d'une correspondance privée adressée par Rilke à son épouse Clara, correspondance dont Rilke envisageait peut-être la publication, mais qui ne fut publiée que post-mortem, et dans le second cas, la leçon de Sainte-Victoire, d'un récit autobiographique écrit par un romancier. Pas d'un poème, donc. On pourrait certes s'étonner d'une telle rareté. Je ne la crois cependant pas inexplicable. Quelques remarques tout d'abord. Ça va être le deuxième point. Quelques remarques tout d'abord que l'on pourrait juger anecdotiques, mais qui, il me semble, ne sont pas sans importance. Si Delacroix eut pour contemporain fasciné Baudelaire, Cézanne, lui, ne connut Baudelaire que par les fleurs du mal, que par la lecture,
des poèmes, dont on sait combien il les admira. Manet, Renoir, Degas reçurent, quant à eux, le regard le plus vif qui fut celui de Stéphane Mallarmé. Là encore, rien d'un tel entourage autour du maître d'Aix, pour qui Paris, même lorsqu'il y séjourna longuement, fut avant tout le Louvre et ses Vénitiens, que l'on pouvait y voir à loisir, comme il invitera d'ailleurs Matisse, qui voulait le voir, à aller les voir, allez voir les Vénitiens. C'est là que vous apprendrez quelque chose. Donc, Paris n'est pas le lieu de rencontre littéraire et poétique. Pas le lieu où, pour citer l'expression de René Char, les alliés substantiels, quand il parle des peintres, eh bien, Cézanne ne rencontre pas d'alliés substantiels poétiques. Ajoutons que si le témoignage de Joachim Gasquet est irremplaçable, ce sont bien le recueil des paroles de Cézanne et le récit qu'il donne de la vie du peintre qui nous requièrent et qui maintiennent vive la mémoire de Gasquet, et pas les poèmes de ce dernier, qui ne furent d'ailleurs pas inspirés par l'œuvre du peintre. Qu'on le veuille ou non, volens nolens, Cézanne demeure un solitaire éloigné du monde des lettres, plus proche, en l'occurrence avec Gasquet, d'un fait libre local que de tout poète reconnu à Paris. Enfin et surtout, et là je crains de me faire quelques ennemis ou adversaires, je partage profondément l'opinion que Marc Fumaroli a développée dans le recueil publié par Gallimard après le centenaire de Cézanne. Je ne crois pas que Cézanne préfigure l'art contemporain. Qu'il soit revendiqué par ce dernier est une chose, qu'il ait souhaité intentionnellement en être le seuil en est une toute autre. Et je ne pense pas qu'il ait souhaité cela. Les tableaux de Cézanne ne préfigurent ni n'anticipent Kandinsky ou Malevich, et donc le dépassement quasi mystique de la figuration, malgré, pour citer Cézanne, leur têtue géométrie. Je ne pense pas non plus qu'ils soient les préliminaires du cubisme. Et malgré l'importance de la couleur, il ne me semble pas anticiper le fauvisme, lequel se réduit généralement à une seule couleur, le rouge dominant. Il est donc normal que les poètes y partagèrent l'essor de ces mouvements que je viens de dire. L'abstraction, les fauves, et par exemple Apollinaire. Il est donc normal que ces poètes ne se soient pas penchés sur l'œuvre de Cézanne. Ce n'est pas une faute. C'est quelque chose, à mon avis, d'explicable. Ajoutons un fait encore plus important et qui a été dit dans les deux interventions précédentes. C'est que l'œuvre de Cézanne ne donne guère prise à l'imaginaire. Il est par conséquent tout à fait normal que les surréalistes n'aient rien trouvé dans cette œuvre, si fortement pensée et construite, rien qui les rapprochât de leur volonté de débrider l'imagination par tous les moyens. De même, il est parfaitement logique qu'Antonin Artaud ait été fasciné par l'œuvre et par la vie de Vincent, de Van Gogh, emporté et déchiré toutes deux, et n'ait pas été fasciné du tout par l'assise et par l'obstination choisie qui signe l'œuvre et la vie de Cézanne. Ou qu'enfin, Ponge ait préféré le matérialisme sensuel d'un Chabot ou d'un Dubuffet à la densité épurée de Cézanne. Ces considérations historico-esthétiques précisées, je voudrais en venir maintenant à ce qui me semble essentiel. L'œuvre de Cézanne, surtout dans ces dernières années, tresse dans un même geste
le mystère, c'est un mot merleau-pontien, et l'évidence de la présence du monde. Elle est totalement ouverte au regard, sans cryptage, sans jamais suggérer une autre dimension que celle qui est là, reçue sur la toile ou le papier, sans rien qui fasse appel à un monde caché, fût-ce dans les toiles, semble-t-il, inachevées, ou dans les aquarelles les plus dépouillées. Rien en elle, dès lors, qui favoriserait l'écho d'un poème qui voudrait la compléter. Rien enfin qui, parce que relevant d'une subjectivité radicalement singulière, favoriserait l'écho d'une pareille subjectivité. Rilke dit cela avec une simplicité admirable. Le tableau disait « j'aime cette chose » au lieu de dire « la voici ». La voici. Ecce, disent les tableaux de Cézanne. Comment répondre autrement que par le silence de l'accueil à ce « voici ». Certes, le maître d'Aix a bien connu ce que l'on nommera le risque de Fraunhofer. Vous savez, ce héros du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, à la fin, à force de labeur, d'ascèse, de travail, il ne reste plus qu'un chaos sur la toile. Celui de voir s'effondrer sur soi et sur son œuvre sa quête de l'absolu. Mais l'absolu cézannien n'est pas celui que hante le symbolisme ou l'idéalisme, lesquels requièrent un décryptage, un décodage. L'absolu cézannien est la pure réponse à cet autre absolu qu'est la donation du monde à notre regard. Aucun songe, plus ou moins hermétique, ne s'épanche en lui ou par lui. Je fais indirectement allusion au début d'Aurélia de Nerval, l'épanchement du songe dans la vie réelle. Aucun songe ne s'épanche en lui ou par lui. Il ne requiert donc cet absolu aucune clé, fût-ce celle poétique qui nous ouvrirait à quelques parades sauvages, pour citer le Rimbaud d'une saison en enfer. J'ai seul la clé de cette parade sauvage, dit Rimbaud dans Une saison en enfer. Nous n'avons pas besoin de clé. Pour Cézanne, et si paradis il y a, elle n'est pas sauvage. Ou si sauvagerie il y a, ce n'est pas une parade. C'est pourquoi le silence de la peinture peut devenir le nôtre en qui s'approfondit la présence du monde. Cet échange, cependant, n'est-il pas celui que Rimbaud, à nouveau lui, espéra entre la poésie et son lecteur? Cet échange qui dit dans la lettre à Paul Démény, à son professeur, dite la lettre du voyant, qui sera de l'âme pour l'âme. De fait, tout poème majeur établit en nous le silence de l'écoute, nous prend dans son rythme et interrompt au moins pour un moment le flux verbal qui nous habite en permanence, y compris la médiation du commentaire, fût-il poétique. D'où le titre, Ut Poesis Pictura, que j'ai choisi pour ces propos. Par ailleurs, et je crois ceci essentiel, comme Rilke l'a remarqué dans un passage de sa lettre du 22 octobre 1907, qu'il a tenu lui-même à souligner, et on vient de l'aborder en parlant de Merleau-Ponty. C'est comme si chaque point du tableau avait connaissance de tous les autres. À tel point que je me suis demandé si Merleau n'avait pas lu Rilke, parce que c'est quasiment une transposition de la citation de Rilke dans L'œil et l'esprit qu'on vient d'entendre. C'est comme si chaque point du tableau avait connaissance de tous les autres. Or, cette réalité vivante de la peinture se retrouve aussi dans tout poème essentiel. Hélas, bien souvent, même chez les lecteurs les plus attentifs,
Quand il s'agit de poésie, seul un fragment est prélevé sur le corps du poème. Et permettez-moi de revitaliser cette métaphore figée du corps du poème, sans souci de l'ensemble auquel il appartient, du rythme qui le porte. Tout se passe alors comme si le poème devenait une sorte de réservoir de maximes, elles-mêmes promises au statut de mantra selon qu'on est plus ou moins membre de la secte. Les poèmes de Hölderlin offrent de nombreux exemples de cette captation, où l'on ne cite qu'un vers ou un demi-vers. Eh bien, cette découpe irrespectueuse de l'être du poème, faussant ce qui ne prend tout son sens que par sa participation pleine et entière à un tissu vivant, ce mauvais traitement peut aussi affecter la peinture. Combien de commentaires, par exemple, du retour de l'enfant prodigue de Rembrandt, qui ne voit que deux personnages dans ce tableau, le père et le fils, mais ignore ceux qui sont derrière. Qu'en raison d'une impérieuse nécessité littéraire romanesque, Proust ait focalisé notre attention sur ce qui est devenu presque, de façon trop fameuse, le petit pan de mur jaune, ne signifie pas que la vue de Delphes se résume à ce seul fragment devenu leitmotiv ou leitponcif. On ne peut faire de la focalisation sur un détail par un personnage de la recherche, en l'occurrence Bergotte mourant, la métonymie royale du tableau. Or, ce qui est vrai de Vermeer l'est tout autant de Cézanne. Non seulement parce que c'est la couleur qui y donne forme, une couleur toujours au moins touchée par une autre, une couleur toujours dans une variation, et que l'on ne peut donc jamais isoler un fragment d'un tableau de Cézanne. Un œil, une main dans un portrait, une ombre sur la montagne, on vient de le voir avec cette admirable aquarelle, ou sur un rocher, on ne peut le faire qu'en dénaturant le rythme même de l'œuvre. Mais aussi, et c'est peut-être le plus secret et le plus important, l'œuvre de Cézanne peut être dite poétique pour une raison que je voudrais aborder maintenant. Cette raison est la suivante. Je pense à l'obstination qui le fait revenir sans cesse sur quelques motifs centraux, à cet entêtement qui confère à son œuvre une unité en quoi tous les tableaux se répondent. Non seulement à l'intérieur d'un tableau, tout se répond, mais l'œuvre entière est une polyphonie qui ne relève d'aucune conception préalable, théorique, esthétique, pieuse, que sais-je, d'aucune conception préalable, mais est uniquement construite par l'endurance du travail. Ce que Gustave Roux a nommé excellemment une sourde continuité. Cet traitement n'a rien à voir avec la question des séries qui hantent, à juste titre ou à mauvais titre, peu importe, mais toute une partie de la peinture contemporaine. Parce que ces séries sont gouvernées par un concept, le concept thème-variation. Cet entêtement, c'est de l'ordre de la confrontation, jubilante et effrayante à la fois, avec la dimension inépuisable du surgissement de la montagne, de la mouvance lumineuse des arbres de Château Noir, ou de l'apparition-disparition du visage de Vanier, pour me cantonner à trois motifs fondamentaux. Eh bien, là encore, cet entêtement, cet enracinement dans quelques motifs, n'est pas sans évoquer l'obstination propre aux œuvres poétiques majeures. Pensons à cette règle poétique et ontologique qu'un immense poète, trop peu connu en France, prix Nobel, Yorgos Seferis. La Grèce a eu deux prix Nobel admirables, Odysseus Elitis et Yorgos Seferis. Yorgos Seferis a été traduit notamment par Yves Bonnefoy en français. Il fut aussi diplomate,
comme un autre prix Nobel français, celui-ci est ex-soi de façon posthume, Saint-Jean de Perse. Voilà ce qu'écrit dans son livre admirable, Les poèmes secrets, Séphéris. Dans le petit jardin, 10 pas de long, tu peux voir la lumière du soleil tomber sur 2 œillets rouges, un olivier, un peu de chèvrefeuille. Accepte qui tu es. Le poème ne le plonge pas dans les profonds platanes. Nourris-le de ta terre et de ton rocher. Pour trouver plus, creuse au même endroit. On me permettra de voir dans ce poème un sourire de connivence entre ce petit jardin où le rocher de l'Attique qui l'inspira et leurs cousins d'Élove ou de Bibémus, et de rapprocher ce merveilleux poème de la reprise critique que Paul Claudel fit des 2 derniers vers des Fleurs du Mal. Vous les connaissez, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'infini, pour trouver du nouveau, écrivit Baudelaire à la fin des Fleurs. Voici la version claudélienne. Plonger au sein du défini pour y trouver de l'inépuisable. Cet inépuisable, Rilke en parle à la fin de sa lettre du 12 octobre. Les tableaux de Cézanne, dit-il, sont sûrs de ne pas se perdre au premier rapprochement avec l'innombrable nature, mais bien plutôt de découvrir dans la diversité extérieure, avec un sérieux scrupuleux, ce qu'ils ont d'inépuisable. Quant au défini claudélien, il pourrait passer pour surprenant de l'appliquer à Cézanne. Mais si les dernières Saintes Victoires et celles de Bâle, bien évidemment au premier chef, se dégagent de façon prodigieuse de ce qui fut leur définition initiale, si elles gagnent en infini, elles ne sont jamais indéfinies. Elles n'opèrent leur assomption royale. C'est un terme qu'emploie Henri Maldinet à la fin de son texte sur la Sainte Victoire de Bâle, où il parle d'une hiérogamie, du mariage sacré du ciel et de la terre. Elles n'accomplissent leur assomption royale que parce qu'elles furent enracinées dans le défini inépuisable de leur première délimitation. Ces sensations confuses que nous apportons en naissant. Un fond de tableau où elles apparaissent précédées d'un vaste morceau de campagne ou par l'arche d'un grand pin. C'est pourquoi le surgissement final des 6 dernières années ne sombre jamais dans le chaos, mais relève de l'ouverture du défini à l'inépuisable, ou si l'on préfère, comme l'écrira Georges Braque, au perpétuel et son bruit de source. Les œuvres essentielles, poétiques comme picturales, ne procèdent pas d'un mauvais infini. Elles assument notre finitude tout en trouvant en elles la transcendance qui fait de cette dernière une ouverture. Toutefois, ne nous y trompons pas. L'inépuisable dont parlent Rilke et Claudel, celui que donne à voir Cézanne, cette source vive, est aujourd'hui, nous le savons, plus que menacée, détruite par nous-mêmes, par nos démesures. Le saccage des paysages, ici et partout, en est une preuve bien plus forte et plus répandue encore que les incendies qui ont blessé la montagne. Certes, Cézanne, par sa quête acharnée, a accompli ce que Gustave Roux appelle le magique transfert de l'univers visible dans l'intemporel. Mais ce transfert ne construit pas, ne peut pas construire un de ces antidestins qu'André Malraux voyait peut-être trop facilement dans le rôle de l'art. Antidestin qu'il serait trop facile de substituer au réel détruit. Ce transfert est recueil et célébration du visible, assomption glorieuse de sa donation. Aussi bien s'il est pour nous aujourd'hui une leçon de Cézanne,
que ce ne soit pas d'abord celle d'une révérence érudite, même si nécessaire, justifiée et magnifique, d'une révérence érudite envers le maître d'Aix, mais celle qui trouve dans son œuvre l'invitation, la force et l'entêtement nécessaires à joindre, nous aussi, les mains errantes de la nature dans un geste, un acte fondamentalement poétique qui recueille et préserve la présence qui nous est donnée. Cette présence est elle seule et sans prix. Je vous remercie.